Salut à tous la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo, le nouvel épisode de la série Nouvelle Étoile. Dans cette série où Sylvain, Axel et moi on vous prépare au mieux pour cette Coupe du Monde 2022 en vous présentant tous les groupes et toutes les équipes qui composent ces différents groupes pour être préparés au mieux et être prêt à démarrer cette Coupe du Monde en novembre prochain. Pour cette vidéo je vais vous présenter le groupe de la France, du groupe D, qui est composé de l'équipe de France, du Danemark, de la Tunisie et encore d'une équipe mystère qu'on ne connaît pas mais qu'on connaîtra très bientôt, qui sera soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Australie, soit le Pérou. Donc à voir laquelle ce sera, mais on va analyser ça tout de suite. Comme d'habitude, je vous propose de vous présenter équipe par équipe, ensuite vous donner mes pronostics sur les potentiels huitièmes de finale, vous présenter une affiche importante et mes pronos sur ce groupe-là et quelle cote on peut un petit peu essayer de choper en amont de la compétition sur ce groupe D. Donc on va commencer bien sûr par l'équipe de France, par la France. Donc à noter que c'est la seule équipe de ce groupe D à avoir déjà soulevé ce trophée à deux reprises, en 1998 et en 2018. On s'en rappelle tous, on a deux étoiles sur le maillot. Maintenant on en est très fiers. Et donc aucune des autres équipes de ce groupe n'a connu cette joie de soulever ce trophée de la Coupe du Monde. À noter qu'il y a un seul homme en commun dans ces deux épopées françaises, c'est Didier Deschamps, car il a soulevé le trophée en tant que joueur en 98 et en tant que sélectionneur en 2018. Donc c'est le seul homme qui est en commun lors de ces deux victoires. Je pense que certains d'entre vous ont eu la chance de vivre ces deux magnifiques épopées. Et même pour ceux qui, comme moi, n'ont connu que la victoire en 2018, on a tous vu des dizaines et des dizaines de reportages, de vidéos ou de documentaires sur la victoire de 98 tellement elle était historique, c'était la première. Et donc je pense que c'est des victoires qui restent jamais gravées dans nos souvenirs. On se rappelle tous où on était lors de la victoire française en 98 et où on était lors de la victoire en 2018. C'est des mémoires qui resteront gravées à jamais, des souvenirs qui resteront gravés à jamais et des moments de joie intense. Moi, personnellement, c'est la victoire de 2018, c'est un de mes meilleurs souvenirs en termes de foot dans ma jeune carrière de supporter et d'amateur de football. Voilà, on a eu deux épopées magnifiques et on attend tous, en tant que Français, de revivre ces émotions-là une troisième fois. On peut aussi noter que les joueurs les plus en forme du moment sont peut-être français. Durant cette saison 2021-2022, à mon sens, les meilleurs joueurs étaient euh, quasiment tous français. On peut tout de suite penser à Karim Benzema, qui a vraiment fait une saison 2021-2022 stratosphérique, qui marchait sur l'eau. Il était monstrueux, il a remporté la Liga avec le Real, la Ligue des Champions aussi. Franchement, il était juste, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il tentait, ça réussissait. Il a été monstrueux dans cette saison. Et encore, il ne faiblit pas. Il a encore marqué la semaine dernière face au Danemark avec l'équipe de France. Donc il est juste monstrueux et il fait une saison incroyable. Il gagnera sûrement le Ballon d'Or en début de saison prochaine quand il sera remis. On sera tous contents car on attend vraiment depuis longtemps qu'un Français soulève de nouveau ce trophée individuel. Et donc, on a vraiment pour moi le meilleur joueur de cette saison 2021-2022, tout championnat confondu. Il est français et il s'appelle Karim Benzema. On peut aussi parler de Mbappé, qui a fini meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 avec le PSG. Une saison vraiment incroyable, qui a été sous le feu des projecteurs en termes de football, de sport sur le terrain, mais aussi dans la presse, sur les réseaux, lorsque il y avait ce doute de est-ce qu'il allait choisir d'aller au Real, est-ce qu'il allait prolonger au Paris Saint-Germain. Au final, il a décidé de rester dans le club parisien. Il a dit que c'était pour des raisons sportives, donc maintenant il sera énormément sous le feu des projecteurs en début de saison prochaine, où on va tous voir ce que le PSG va donner, quels joueurs vont arriver, quel entraîneur va arriver, comment ça va se goupiller sur le terrain, les performances de Kylian Mbappé, lesquelles seront en début de saison prochaine. On sait que c'est un joueur qui fait partie des joueurs les plus connus à l'échelle mondiale, les plus dont on parle le plus. Donc, il sera forcément sous le feu des projecteurs directement dès le début de saison prochaine. À voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a aussi des joueurs, des cadres qui répondent toujours présents. On peut penser à Olivier Giroud qui a remporté le Scudetto avec le Milan AC en ayant fait une saison vraiment incroyable. Il a dépassé la barre des 10 buts. Il a été vraiment très très performant dans tous les matchs qu'il a joué avec le Milan AC. Également Wissam Ben Yedder qui s'est battu avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur en Ligue 1 jusqu'au dernier match de championnat, jusqu'à la toute fin de saison. Donc il fait encore une saison magnifique avec Monaco. Également Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, qui n'a pas forcément fait une saison stratosphérique. On n'a pas parlé plus que ça de lui, mais il s'est qualifié en Ligue des Champions avec Tottenham. Il fait toujours une saison dans sa constance et dans son niveau habituel qu'on connaît. En tout cas, il répond toujours présent. C'est des joueurs
qu'on commence à avoir l'habitude de voir avec le maillot des Bleus et qui ont répondu présent cette saison. Et ensuite, il ne faut pas oublier surtout la relève. Il y a énormément de jeunes qui ont connu leur première sélection en équipe de France en sortant d'une saison 2021-2022 vraiment énorme. Donc je pense déjà aux deux Marseillais, William Saliba et Matteo Guendouzi, qui ont vraiment fait une saison incroyable avec Marseille, que ce soit en défense pour Saliba, au milieu de terrain pour Guendouzi, qui a été un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli. Il a été vraiment hyper important à cette saison folle marseillaise. Je pense également à Aurélien Tchouameni, qui a fait une saison incroyable avec Monaco, qui fait des très belles performances avec l'équipe de France. Je pense aussi à Jonathan Klaus, qui a maintenant connu ses premières sélections chez les Bleus. Il fait une saison vraiment très bonne avec le Racing Club de Lens sur son côté droit. Je pense aussi à Christopher Nkunku qui a fini meilleur joueur de Bundesliga sur l'ensemble de la saison. Il a vraiment fait une saison magnifique avec Leipzig. Là, il connaît aussi ses premières sélections chez les Bleus. Donc, il fait aussi des bons matchs. Donc, à voir ce que ça va donner. Il est encore très jeune, mais ça peut être la potentielle relève de l'attaque française. Également Théo Hernandez donc sur son côté gauche avec le Milan AC. Maintenant, il commence un peu plus lui à avoir l'habitude de jouer chez les Bleus, mais il a encore fait une saison incroyable. Il est sûrement l'auteur d'un des plus beaux buts de cette saison, tout championnat confondu, avec sa remontée folle qui fait solo de sa surface jusqu'à la surface adverse et le but qu'il met face à l'Atalanta. Donc il a été vraiment un des joueurs patrons lors de cette saison magnifique du Milan AC, à l'image de Mike Maignan, le gardien de but, qui est un des meilleurs gardiens de cette saison 2021-2022, sûrement la relève du Golioris en équipe de France. Mais donc franchement, il arrive très jeune après une saison magnifique avec Lille. Il arrive au Milan AC, il fait encore une saison tout aussi magnifique, voire mieux. Donc un des tauliers de cette équipe milanaise. Je pense également aussi à Konaté, le défenseur central de Liverpool. Jürgen Klopp lui a donné sa chance. Il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions notamment. Il a mis des buts sur corner. Donc c'est un défenseur central très jeune mais qui peut avoir un petit peu son mot à dire en équipe de France. Il a été appelé là pour la première fois lors de ce rassemblement car Raphaël Varane s'est blessé et donc il a dû être appelé pour le remplacer. Donc on peut voir qu'on a vraiment une liste très longue de jeunes joueurs qui sortent d'une magnifique saison et qui ont leur mot à dire pour participer à cette Coupe du Monde 2022. En face de ça, on a quelques cadres, quelques tauliers de cette équipe de France qui, eux, sont un peu en déclin avec leur club. Donc, à noter Antoine Griezmann, par exemple, qui lui sort d'une saison vraiment très mauvaise, ou pas trop bonne en tout cas, avec l'Atlético Madrid. On sait que l'équipe de France est toujours une bouffée d'oxygène pour lui, mais il ne faudrait pas non plus que son niveau faiblisse trop, car on l'a vu avant que la liste de jeunes qui se bousculent au portillon est vraiment très longue et surtout est remplie de talent. Donc, à voir si sa place en équipe de France est toujours indiscutable. Je pense également aux deux joueurs de Manchester United, donc Raphaël Varane et Paul Pogba. Varane qui a connu vraiment une saison en dents de scie. Déjà, le club n'a pas fait une bonne saison. Manchester United sort une saison vraiment pitoyable. Et Raphaël Varane a loupé pas mal de matchs, pas mal de gros matchs à cause de ses blessures. Donc il sort vraiment d'une saison vraiment pas très bonne, que ce soit collectivement ou individuellement. Paul Pogba un petit peu pareil, donc le club qui n'a pas fait une bonne saison, mais lui aussi a loupé pas mal de matchs à cause de blessures. Donc c'est vraiment des joueurs qui sont des cadres habituels de l'équipe de France, mais qui peuvent maintenant, quand on voit leur forme récente, on peut questionner leur présence chez les Bleus. Donc la principale question à se poser, ça sera de savoir quels joueurs seront au top de leur forme en début de saison prochaine, car on sait que la Coupe du Monde elle commence en novembre prochain, donc même si là on peut voir qui a fait une saison 2021-2022 incroyable, il faudra voir lesquels parmi ceux-là confirment leur forme sur le début de saison prochaine et en fin 2022, lorsque la saison reprendra fin d'été, début d'automne, et qui sera toujours aussi bon et surtout qui Didier Deschamps décidera-t-il d'emmener, car on sait que pour lui c'est toujours compliqué d'intégrer des nouveaux joueurs, surtout pour une liste, pour une compétition comme la Coupe du Monde. Donc maintenant il faudra voir quel choix il fera et qui il décidera d'emmener lors de cette compétition. La France fait aussi partie des équipes favorites, car c'est normal, en tant que tenant du titre en Coupe du Monde, en tant que dernier vainqueur de la Ligue des Nations l'année dernière, l'équipe de France est forcément dans les grands favoris. Sauf que c'est un statut, maintenant on le sait, que cette équipe n'aime vraiment pas beaucoup porter. On l'a vu à l'Euro dernier, on faisait partie des favoris pour faire le doublé Coupe du Monde Euro, et au final, on a une équipe qui a pour cause de trop grosse confiance ou pas assez d'implication, on s'est pris un scénario où on menait 3-1 à 10-15 minutes de la fin et on se fait remonter 3 partout contre la Suisse pour ensuite perdre au tir au but. Mais c'est un scénario que l'équipe de France ne devrait jamais subir. Et donc on sait que la France, elle y arrive beaucoup mieux quand elle est outsider plutôt que quand elle est favorite d'une compétition. En 2018, personne ne voyait forcément remporter le trophée. On sortait de performances pas trop mauvaises,
mais on n'avait pas la conscience qu'on était capable de remporter, de soulever ce trophée. Donc on arrivait un petit peu en tant que semi-outsider, et c'est vraiment un scénario et un statut que l'équipe de France préfère porter plutôt qu'être favori. Donc là, ça sera le rôle du sélectionneur, donc de Didier Deschamps et des cadres de l'équipe, de gérer toute la pression qu'auront les Bleus pendant un mois de compétition et de faire de cette pression une force et non pas une faiblesse comme ça peut être le cas lors de l'Euro. Mais donc on peut quand même se poser la question et se demander si après les performances et ce qu'on a vu de l'équipe de France à l'Euro, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire confiance à des jeunes qu'on a vus juste avant, ben, qui sont bourrés de talent et qui demandent juste de jouer en équipe de France et qui sortent d'une saison incroyable? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux faire confiance à eux plutôt qu'à des joueurs qui vont gagner en 2018 la Coupe du Monde, mais qui sortent d'une saison un petit peu mitigée, assez moyenne et qui ne sont pas forcément en confiance, en forme, au top de leur niveau et qui surtout ben, peuvent un petit peu manquer d'impact lors des matchs qu'on a pu le voir lors du dernier Euro. Donc ça, seul Didier Deschamps ben, nous donnera la réponse et seul le terrain après, lors de cette Coupe du Monde en novembre-décembre, ben, nous donnera la réponse à cette question-là. Mais c'est une question où à l'heure actuelle, on peut se la poser. Donc si on passe à l'équipe suivante, donc le Danemark, donc on a une renaissance vraiment de cette équipe du Danemark. Donc déjà, c'est leur sixième participation à une Coupe du Monde. Enfin, ça sera leur sixième. Leur meilleur résultat, c'était en 1998 où ils ont fait quart de finaliste. Ils ont perdu 3-2 face au Brésil avec un doublé de Rivaldo. Donc cette même année où l'équipe de France a soulevé son premier trophée. Sur les 5 participations qu'elle a déjà faites, elle a dépassé quand même 4 fois le premier tour, donc la phase de groupe. Donc c'est une équipe qui n'a pas l'habitude en tout cas d'être éliminée dès le premier tour. Ils ont plutôt l'habitude de se qualifier pour au minimum les huitièmes de finale. En 2018, elle termine deuxième du groupe de la France, juste derrière les Bleus, avec un match vraiment très très ennuyant entre ces deux équipes qui s'est soldé par un 0-0. On s'en rappelle tous. C'était le troisième match de phase de groupe. C'était un match où le match nul arrangeait les deux équipes et ça s'est ressenti de la première à la dernière minute du match. Vraiment un match ennuyeux du début à la fin. Mais ils sortent quand même d'un magnifique Euro avec l'événement tragique qu'on connaît tous maintenant, avec la crise cardiaque d'Eriksen en plein match. Mais donc vraiment cet événement, on a senti que ça a permis de souder quelque chose, de créer un esprit guerrier, un esprit d'équipe qui leur ont permis quand même d'atteindre le dernier carré, d'atteindre les demi-finales où ils ont perdu 2-1 face à l'Angleterre avec un but d'Harry Kane dans les prolongations. Donc ils étaient vraiment à rien d'atteindre les finales de cet Euro. Donc c'est vraiment une équipe qui arrive en pleine confiance, avec une confiance engendrée depuis leur magnifique parcours à l'Euro où personne ne les attendait. Et franchement, ils ont surpris un petit peu tout le monde. Et donc, ils sont en pleine confiance. On a Eriksen qui a retrouvé son niveau de jeu en étant arrivé à Brentford en première ligue et en faisant des bons matchs, des bonnes performances après son accident lors du match de l'Euro. Donc, on a vraiment une équipe danoise vraiment très surprenante et surtout qui n'a peur de rien, car on l'a vu encore que sur les matchs récents, eh ben, le Danemark et la France sont dans le même groupe de la Ligue des Nations. Pour l'instant, eh ben, le Danemark, ils ont fait deux matchs. Ils sont venus battre la France 2-1 au Stade de France et ils ont gagné contre l'Autriche aussi. Donc ils sont en pleine confiance et c'est vraiment une équipe qui est un mélange entre des jeunes et des joueurs qui ont l'expérience, qui peut être vraiment très très dangereuse. C'est une équipe qui n'est surtout pas à sous-estimer, surtout quand on voit qu'ils ont l'habitude de faire quand même de beaux parcours dans les compétitions internationales. Donc pour passer à la troisième équipe, donc la Tunisie. Donc on peut noter pour la Tunisie que c'est leur sixième participation. 5 fois, ils ont été éliminés en phase de groupe. Ils ont fait une participation, enfin, ils ont fait une participation, oui, en 2018 lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Et toutes les autres participations sont avant 2010. Donc il y a eu une seule Coupe du Monde pour eux dans la dernière décennie. Donc on peut voir que dans l'histoire récente, eh ben, c'est pas forcément une compétition où ils ont l'habitude ben, de jouer et de performer. À noter qu'en 2018, ils ont fini troisième de leur groupe G, derrière l'Angleterre et la Belgique, avec deux défaites et une victoire face au Panama qui ont fini eux derniers de leur groupe. Donc c'est une équipe qui vraiment n'a pas l'habitude de faire de bonnes performances en Coupe du Monde. Souvent la barre elle est un petit peu trop haute pour eux et ils n'arrivent pas à avoir un niveau équivalent aux grandes nations mondiales. Mais néanmoins, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils font de bien meilleures performances. Lors de la dernière édition en 2021, ils finissent quart finalistes. Et depuis 2015, sur les 4 dernières éditions de la CAN, ils ont fait quand même quart de finale, demi-finale, quart de finale. Donc sur les 4 dernières éditions, 3 fois quart de finaliste, une fois demi-finaliste. Ils ont remporté la CAN en 2004. Donc ça remonte un petit peu, mais c'est quand même pas trop ancien non plus. Donc c'est vraiment une équipe tunisienne qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude de performer en Coupe du Monde, mais qui, sur l'histoire récente de la Coupe d'Afrique des Nations, est vraiment une équipe qui peut faire peur, qui sert un petit peu d'épouvantail et qui fait de bonnes performances, de bons parcours. Donc,
le bilan qu'on peut faire un peu de cette équipe, c'est qu'elle reste quand même bloquée à la phase de groupe dans les Coupes du Monde et qu'on peut voir que quand le niveau est un petit peu trop, à l'image de 2018 où ils étaient dans le groupe de la Belgique et de l'Angleterre, et ben là ils seront dans le groupe de la France et du Danemark. Donc on peut penser que la marche restera encore trop haute pour eux pour atteindre les huitièmes de finale et que peut-être qu'ils pourront se battre pour la troisième place face à la dernière équipe, mais que réussir à rivaliser contre la France ou le Danemark, et ben, ça risque d'être un petit peu compliqué, même si c'est pas une équipe qui est forcément à sous-estimer trop non plus. Ensuite, la dernière équipe, donc l'équipe mystère, donc on aura soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Australie, soit le Pérou. Donc cette équipe, on la connaîtra très bientôt, car à l'heure où je fais cette vidéo, donc ce mardi 7 juin à 20h, on a le match Émirats Arabes Unis contre Australie. Donc le gagnant de ce match-là affrontera lundi prochain le Pérou, et le gagnant de ce match-là se qualifiera et sera la dernière équipe de ce groupe D. Donc on peut voir qu'on a deux chances sur trois de tomber face à un adversaire que l'équipe de France connaît très bien, vu qu'en 2018, on s'en rappelle, la France était dans le groupe de l'Australie et du Pérou. Donc on a fait une victoire 2-1 face à l'Australie et 1-0 face au Pérou pour les deux premiers matchs de groupe. Donc on peut voir que peu importe laquelle équipe des trois se qualifie, eh ben, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. La question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'une de ces trois équipes peut créer la surprise potentiellement? À mon sens, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si on regarde eh ben, le Pérou, c'est 5 participations en Coupe du Monde. Leur meilleure performance était en quart de finale en 1970, donc ça remonte vraiment. C'est pas une équipe qui a l'habitude de performer en Coupe du Monde. L'Australie, c'est un petit peu pareil, 5 participations, meilleure performance, huitième de finale en 2006, donc un petit peu plus récent, mais ça reste un petit peu ancien et c'est toujours une équipe qui a vraiment du mal et qui ne rivalise pas face au Cador à l'échelle mondiale. Et les Émirats Arabes Unis, c'est encore pire. C'est une seule participation en 1990. Ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Donc eux, ben, ils n'ont même jamais participé au huitième de finale. Ils n'ont jamais dépassé la phase de groupe. Ils ont ben, tout simplement participé qu'une seule fois à une Coupe du Monde. Et ça remonte il y a plus de 20 ans, même 30 ans. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Je pense qu'aucune des trois équipes ne peut rivaliser avec la France ou le Danemark. Potentiellement embêter la Tunisie pour accrocher une troisième place, ça oui. Mais je pense que le gouffre entre le Danemark, la France et cette troisième équipe-là, peu importe qui ce sera, risque d'être beaucoup trop conséquent pour que cette équipe ait une chance et d'espérer atteindre les huitièmes de finale. Maintenant, si on regarde un petit peu les matchs, donc la première journée, on aura un Danemark-Tunisie et France-équipe mystère. Le 26 novembre, un Tunisie-équipe mystère France-Danemark. Et le 30 novembre, un Tunisie-France et équipe mystère Danemark. Donc déjà, le 30 novembre, le Tunisie-France, il peut être intéressant et surtout assez mouvementé, notamment dans les rues, car on sait que la communauté tunisienne est très présente en France. Donc si la Tunisie a encore un coup à jouer après ces deux matchs précédents, ou si la France, eux, ont par contre une victoire impérative à faire après avoir fait une contre-performance dans un des deux précédents matchs, et ben on pourrait avoir vraiment un match très mouvementé dans les rues françaises. Donc un match qui peut être très intéressant à suivre. Mais l'affiche que j'ai voulu garder, c'est bien sûr le France-Danemark, qui est une rivalité historique entre ces deux-là. Donc déjà, ben, ce qui sera intéressant à voir, c'est que ce match-là, ça sera le deuxième match de cette phase de groupe. Je ne vois pas un scénario comme on a pu le connaître en 2018 où on avait vraiment un 0-0 très ennuyeux entre les deux, car à l'époque, c'était le dernier match de groupe. Donc on pouvait faire des calculs. Les deux équipes avaient remarqué que le match nul les arrangeait tous les deux, donc ça ne servait à rien de se battre. Or là, ça sera le deuxième match de la phase de groupe. Donc on n'est pas à l'abri qu'une des deux équipes ait fait une contre-performance lors du premier match. Du coup, ce deuxième match-là, il sera directement primordial. Ou à l'inverse, ben, même si on fait une bonne performance lors du premier match, le deuxième match, il ne faut pas le laisser de côté, car si on se rate au deuxième match, on n'aura plus droit à l'erreur au dernier match, donc ça peut être assez risqué. Donc on sait que les premiers et deuxièmes matchs de phase de groupe de Coupe du Monde, c'est des matchs qu'on ne peut pas laisser passer et qu'on doit à tout prix gagner, peu importe les autres matchs qu'on a fait. Et donc c'est qu'à partir du troisième match où là on peut commencer à calculer, vu que c'est le dernier match de la phase de groupe. Donc on aura vraiment un match où les deux équipes devront gagner, donc on aura vraiment un match beaucoup plus intéressant à suivre que ce match-là de 2018. Donc ça nous fera énormément plaisir, car on était vraiment tous sur notre faim après ce troisième match, vraiment très nul et très ennuyeux en 2018. C'est également une rivalité historique entre ces deux nations, car il y a eu 13 confrontations, toutes compétitions confondues, depuis 1908. 8 victoires pour l'équipe de France, un match nul, donc ce match de Coupe du Monde 2018, et 4 défaites pour l'équipe de France. Pour la petite anecdote, la toute première confrontation entre la France et le Danemark comptait pour les demi-finales des Jeux Olympiques de 1908 et avait vu le Danemark remporter le match 17 buts à 1.
Donc ouais, 17 buts à 1 dans le football. Donc c'est pas forcément un très bon souvenir pour l'équipe de France, même si je pense que peu d'entre nous s'en souviennent. Et donc c'était la petite anecdote. Après, le foot a quand même bien changé depuis. C'est plus du tout le même sport. Donc en Coupe du Monde, on aime bien être dans le groupe du Danemark. C'est vraiment deux équipes qui sont très liées dans les tirages au sort qui arrivent souvent ensemble, une histoire commune. Donc on était dans le groupe du Danemark en 1998 et on a remporté la Coupe du Monde. On était dans le groupe du Danemark en 2018, on a également remporté la Coupe du Monde. Donc là on peut se demander, ah peut-être que le Danemark pourrait être le porte-bonheur de l'équipe de France. Mais attention, en 2002, on était également dans le groupe du Danemark en Coupe du Monde et la France avait fini quatrième de son groupe en marquant aucun but sur les trois matchs. C'était vraiment un des pires souvenirs de Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2020, 2002 pour les Français, avec la Coupe du Monde 2010 aussi, qu'on peut mettre dedans. Mais donc on va essayer de ne pas refaire les mêmes scénarios, il va falloir se battre. On a vu que 2018, 20 ans après 98, le scénario qui se répétait un petit peu, là on pourrait peut-être pencher vers un scénario 2022 qui répéterait le scénario de 2002. Aucun Français veut ça, on va essayer d'éviter. Mais donc c'est pas forcément un porte-bonheur non plus, vu qu'en 2002, le Danemark avait fini premier de son groupe et la France avait vraiment fait une performance catastrophique et qui était vraiment à oublier complètement. Donc, à voir ce que ça va donner. Lors de l'Euro 2000 remporté par l'équipe de France, le Danemark était également dans le groupe de l'équipe de France. Donc, c'est vraiment deux équipes qui ont énormément l'habitude maintenant de s'affronter en phase de groupe de compétition internationale. Une fois de plus, ça sera le cas. Ce match, vu que ça sera le deuxième match, sera très intéressant à suivre. Donc pour moi, c'est vraiment, quand on est français, l'affiche de cette phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022. À noter que dans l'histoire beaucoup plus récente, la semaine dernière, le Danemark est venu s'imposer 2-1 au Stade de France en Ligue des Nations. Le match retour de Ligue des Nations aura lieu le 25 septembre prochain au Danemark. Ce sera vraiment un match qui sera très important pour l'équipe de France à mon sens, car si le Danemark venait à s'imposer deux fois face à l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde, ça leur donnerait énormément de confiance et un mental supérieur à nous lorsqu'on les affrontera lors de ce deuxième match de phase de groupe. C'est vraiment un match qui ne sera pas à prendre à la légère pour les Français. À voir ce que ça va donner, mais ça nous permettra déjà d'avoir un avant-goût encore plus précis de ce que risque de donner ce match-là de Coupe du Monde en novembre prochain. Donc, si on fait un petit point sur mes pronostics pour ce groupe D, donc bien sûr, je donne la France gagnante du groupe D, donc ils finissent premier de leur groupe, côté à 1,40, donc mes codes, je les ai trouvés sur BetClick, donc c'est quelques pronostics qu'on peut déjà prendre en amont de cette Coupe du Monde. Donc je vois bien la France finir première, le gros match, ça sera contre le Danemark, je le vois quand même la France un petit peu relever la tête, notamment après cette défaite au Stade de France contre eux en Ligue des Nations. Je pense qu'en Coupe du Monde, la France est capable de les battre. On aura une équipe beaucoup plus solide. On sait que l'équipe de France est une équipe aussi qui réussit bien lors d'une compétition comme ça, avec des tauliers. Si on retrouve un Pogba, par exemple, qu'on a connu en 2018, où il est taulier dans les vestiaires, taulier dans le groupe, et je pense que avec ça, on peut être capable de rivaliser contre eux, même si ça risque d'être potentiellement compliqué. On n'est pas à l'abri d'un match nul quand même entre la France et le Danemark. Et donc après, la première place se jouera lors des deux matchs contre la Tunisie et contre l'équipe mystère. Mais je pense que si ça se joue comme ça, que ce soit la Tunisie ou l'équipe mystère, ils auront plus de chances d'accrocher le Danemark que d'accrocher l'équipe de France. Et donc même comme ça, je vois la France quand même réussir à finir premier. Surtout qu'on verra après avec les potentiels huitièmes de finale, il y a quand même énormément d'importance à finir premier qu'à finir deuxième de ce groupe D. Ensuite, je vois quand même une qualification du Danemark côté à 1,55 que je suis quand même très très bien coté, qui peut valoir le coup d'être tenté, car qualification du Danemark, ça veut dire qu'il finit soit premier, soit deuxième. Donc je vois vraiment l'équipe du Danemark qui va arriver très en confiance, prête à tout donner lors de cette phase de groupe. On a vu là à l'instant dans cette vidéo que le Danemark c'est une équipe qui a vraiment l'habitude de passer ce tour de la phase de groupe et de se qualifier très régulièrement en huitième de finale lorsqu'ils participent à une Coupe du Monde. Donc là, je pense que ce soit la Tunisie ou que ce soit la troisième équipe, enfin la quatrième équipe entre l'Émirat arabes unis, l'Australie ou le Pérou, je pense que ces équipes-là sont largement à la portée du Danemark. Ils peuvent très bien faire deux victoires, que ce soit contre la Tunisie ou contre l'équipe mystère. Et ensuite, en ayant fait deux victoires, ils sont quasiment assurés de finir deuxième, peu importe le résultat contre l'équipe de France. Donc je pense que c'est une équipe du Danemark qui a toutes ses chances et qui est dans un groupe largement à sa portée pour se qualifier pour le prochain tour. Et ensuite, si on veut tenter un petit peu un pronostic un peu chauvin, donc la victoire finale de la France, donc la France qui remporte la Coupe du Monde, côté à 6,50, on fait partie des favoris derrière le Brésil, mais donc je pense que on a quand même des bons joueurs, on a des joueurs qui sont très en forme. Après, tout dépendra
comment les joueurs français démarreront leur saison 2022-2023, ça on le saura d'ici quelques mois. À voir aussi la liste que choisit Deschamps, à voir la compétition que la France fait, parier sur un vainqueur de l'équipe d'une Coupe du Monde avant le début de la compétition, c'est toujours compliqué, c'est un pari à prendre, mais on a toutes nos cartes en main. Je pense que ça dépend beaucoup de nous. Donc, avec ce scénario-là, je pense que ça peut largement se tenter. Donc, si on fait un petit point, un petit coup d'œil sur les potentiels huitièmes de finale, donc je suis assez d'accord avec l'avis de Sylvain dans sa vidéo du groupe C. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Donc, un groupe C qui est compris de l'Argentine, de la Pologne, du Mexique et de l'Arabie Saoudite. Je suis assez d'accord avec son avis. Je vois l'Argentine finir premier et le Mexique finir deuxième. Je pense que dans le groupe de l'équipe de France, la France finira premier, comme je vous l'ai dit, et le Danemark deuxième. Et donc, si c'est le cas, on aurait deux affiches pour les huitièmes de finale, donc les deux affiches suivantes. Donc, on aurait un Argentine-Danemark et un France-Mexique. Donc, encore d'où l'importance pour la France de finir premier de son groupe et pas deuxième, car affronter l'Argentine ou affronter le Mexique en huitième de finale, c'est pas du tout la même chose. On a affronté l'Argentine en Coupe du Monde 2018, oui, on les a battus, mais c'était un match très compliqué. On a eu besoin d'un coup de génie de Benjamin Pavard, dont on se rappelle tous, pour vraiment nous sortir de ce match-là. Un match où on était vraiment en difficulté. Potentiellement la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Messi qui performe très très bien sur les matchs là, amicaux en ce moment avec l'Argentine. Une équipe d'Argentine aussi qui sort de performances vraiment très très bonnes. Donc attention à eux. L'Argentine peut être une équipe vraiment très très surprise de cette Coupe du Monde là. Donc je serais beaucoup plus rassuré et je pense que tout le monde d'affronter le Mexique plutôt que d'affronter l'Argentine. Même si un France-Mexique serait quand même un petit peu un match intéressant à suivre car le dernier souvenir d'une opposition entre ces deux nations-là, c'était lors des JO de Tokyo en 2021, lors des derniers Jeux Olympiques, avec une victoire 4 buts à 1 du Mexique. Donc vraiment des Jeux Olympiques où la France n'avait vraiment pas du tout performé, vraiment des Jeux Olympiques à oublier, mais donc un petit peu un esprit de revanche, après avec des joueurs, la plupart qui n'auront pas été présents à ces Jeux Olympiques-là, car la liste de l'équipe de France était vraiment honteuse avec beaucoup de clubs, dont ça rappelle qui avaient bloqué les joueurs pour participer à ces JO-là. Mais donc un France-Mexique qu'on a eu assez récemment aux Jeux Olympiques, et donc on s'était fait un petit peu humilier, donc une revanche à prendre avec pas du tout les mêmes joueurs, mais donc une affiche quand même qu'on a eu assez récemment. Donc voilà, c'était Léo, j'espère que ma vidéo vous aura plu sur ce groupe D. J'ai une vidéo assez longue, mais c'est le groupe de la France, donc j'ai voulu faire ça bien et très détaillé. Et donc vous retrouverez Axel pour la prochaine vidéo pour le groupe E et on continuera à faire tous les groupes et toutes les équipes pour arriver le plus près possible à cette Coupe du Monde en novembre prochain. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live chez Rue des Joueurs. En attendant, n'hésitez pas à donner vous vos pronostics sur ce groupe D, quel parcours vous voyez pour l'équipe de France cet hiver lors de cette Coupe du Monde qui sera particulière aussi, puisqu'elle a lieu en novembre-décembre et pas en été, comme on a l'habitude. Là, on commence à ressentir un petit peu ce manque de Coupe du Monde cet été, mais bon, c'est comme ça, c'est au Qatar, donc voilà, c'est pas nous qui décidons. Mais donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ma vidéo et sur vos pronostics et sur le parcours que vous voyez pour l'équipe de France en novembre prochain. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et très très vite. Voilà, c'était Léo, allez, ciao tout le monde!